Voilà, moi je vais vous parler effectivement de le traitement endoscopique de l'iliopsoas lorsqu'il est en conflit avec la cupule. Donc Rémi l'a très bien rappelé, les rapports intimes entre le tendon iliopsoas qui passe dans cette échancrure, et vous voyez dans une hanche native comme il est en contact avec le labrum et voire même avec la tête fémorale, aussi bien sur ces coupes arthroscopiques, enfin sur cette image arthroscopique que sur ces coupes IRM. Donc, on sait que l'échancrure du psoas peut être assez variable. Il y a trois types d'échancrures qui ont été définis par Van den Bruch en 2008. Et dans des échancrures très creusées, on a beau essayer de positionner sa cupule au mieux, il peut y avoir quand même un petit débord. Et c'est généralement là, sur ce débord-là, que va poser le problème. Et c'est dans ce type d'indication que l'ténotomie endoscopique aura le plus de sens. Quelques descriptions dans la littérature de conflits sur la collerette, mais beaucoup plus rare, en tout cas dans mon expérience, je n'en ai pas vraiment retrouvé. La révision de cupule, Cécile Bataillé nous en parlera plus tard. La ténotomie ouverte du psoas dans les types de traitements, je pense qu'elle a plus lieu d'être parce que elle donne plus de complications pour des résultats similaires et bien sûr plus agressive. Et puis les ténotomies endo ou arthroscopiques du psoas. Alors la ténotomie arthroscopique, moi personnellement je ne la fais plus. Elle est plus difficile à faire. On a plus de risque d'abîmer l'implant lorsqu'on passe directement par l'articulation pour aller voir le psoas. Et on est plus agressif sur la capsule avec plus de risque d'instabilité éventuellement ultérieure. Endoscopique, alors endoscopique parce qu'on ne va pas aller dans l'articulation cette fois-ci, on peut aller soit directement au niveau du petit trochanter, et dans ces cas-là, moi je réserve ça lorsque j'ai aucun doute diagnostique. Maintenant j'ai tendance à préférer au niveau de l'échancrure du psoas. C'est un peu plus technique, un peu plus difficile, un peu plus long à réaliser. L'énorme avantage, c'est que ça va permettre vraiment de confirmer le diagnostic. On verra la tendinobursite et le débord de la cupule. Et puis si on a un petit doute, on peut faire une petite ouverture de la capsule articulaire pour aller voir la prothèse, vérifier qu'il n'y a pas de métallose, pas de conflit intraprothétique ou autre anomalie qui expliquerait les douleurs du patient, voire même faire des prélèvements bactériologiques ou anatomopathologiques. Alors au niveau du petit trochanter, comment ça se passe? On est sur une table standard, la hanche est en extension, rotation externe. Il faut une table radiotransparente parce qu'il y aura besoin de radioscopie. L'objectif, c'est de se positionner donc l'arthroscope en haut, au-dessus du petit trochanter et devant le calcaire, et puis le shaver et l'électrode par la voie d'abord antéro-inférieure, au-dessus juste en dessous de l'arthroscope, dans ce petit espace. Voilà. Les voies d'abord, on se met en protection par une ligne que l'on va dessiner entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le bord latéral de la rotule. Jamais se mettre médial de ça parce qu'on va avoir des problèmes de risque neurovasculaire. Et garder une petite marge de sécurité d'1 centimètre pour éviter le nerf fémoro-cutané. Nous voilà donc dans cette logette juste en avant du calcaire, au-dessus du petit trochanter. Je commence toujours au shaver pour nettoyer un petit peu les tissus mous, afin de mieux visualiser le tendon. Et puis lorsqu'on commence à avoir une bonne visualisation du tendon, si on a le moindre doute, on met un coup de fluoroscopie, comme ça on voit bien où on est, et ça permet vraiment d'y aller assez facilement. Et puis après on passe une petite électrode qui va nous permettre, voilà, électrode crochet, qui permet très rapidement, vous allez voir, c'est un geste qui prend vraiment pas beaucoup de temps et qui est assez facile au petit trochanter. L'avantage de le faire au petit trochanter, c'est vraiment que le tendon il est unique, il est bien rond et on le coupe facilement. Vous verrez qu'au niveau de l'échancrure du psoas, il est plus large et c'est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment être certain de tout bien couper pour ne pas avoir de risque de récidive. Voilà, la ténotomie est terminée. Vous voyez que le tendon s'est éloigné et on n'a plus que du muscle autour, qui va permettre une cicatrisation avec un tendon plus long, et le tendon étant plus long, il frottera moins sur la cupule. La ténotomie au niveau du petit trochanter, donc pareil, toujours sur table standard, difficile de rester concentré là. Sur table standard, décubitus dorsal, légère flexion de la hanche qui va permettre de passer un petit peu plus facilement à ce niveau-là. Et on va se guider encore une fois avec la fluoroscopie. L'arthroscope, cette fois-ci, je le mets en bas et les instruments en haut. C'est les mêmes voies d'abord.
exactement pareil, sauf qu'on a inversé la voie d'abord arthroscopique et la voie d'abord instrumentale. Dans cette technique, il faut faire attention à ne pas mettre trop de pression dans les fluides et à ne pas durer trop longtemps, parce qu'on a un risque quand même que le liquide arthroscopique passe dans le petit bassin et ça peut donner des complications gravissimes. Donc voilà, il faut vraiment y faire attention et bien prévenir l'anesthésiste. Voilà une vidéo de la ténotomie. Alors là, l'avantage, vous voyez, on voit la souffrance du tendon, on voit l'échancrure du psoas et on voit le petit débord de la cupule. Là, il est de quelques millimètres. Hein, il faut vraiment, c'est souvent c'est sûr que si la cupule est très mal positionnée, c'est pas la bonne intervention, mais lorsqu'elle est bien positionnée, même si on reprend cette cupule, ça va pas être forcément évident de pas déborder de si peu. Donc on commence par une petite synovectomie. On voit la synoviale un peu marronnée, et puis on va passer le crochet de la même façon, couper le tendon. Donc il est un peu plus plat, un peu plus large, comme je vous disais, un peu plus difficile, il faut être vraiment certain. Et parfois il est bifide, voire trifide, donc il faut vraiment faire attention d'avoir les deux, voire les trois tendons. C'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire, les patients remarchent tout de suite, on leur dit de garder les cannes pour ne pas tomber, pour être sûr de ne pas avoir de soucis, mais vraiment ils sont très très vite soulagés. Moi au début je les revoyais à 1 mois et déjà ils avaient plus mal, ils avaient encore un peu de difficulté à lever la jambe mais ils commençaient à y arriver, et puis vraiment à 3 à 6 mois ils auront récupéré dans plus de 90% des cas l'indolence et une force quasi normale, en tout cas jusqu'à 90 degrés de flexion, un peu plus difficile au-delà. Les résultats des études qu'on a pu conduire. Donc au début en 2016 avec la SFA, une étude multicentrique sur 64 cas, un suivi à 8 mois, et vous voyez une excellente amélioration des scores Oxford, de la satisfaction du patient, près de 90%, il me reste 1 minute, mais j'aurai le temps. Un autre travail sur 50 sur 50 de mes patients, où là, dans 30 cas, il y avait un scanner réalisé, et vous voyez que la cupule débordait en moyenne 4 mm en axial et 7 mm en sagittal. Malgré cela, une très bonne amélioration des patients avec une satisfaction de plus de 80%, on était à 86% exactement, à 2 ans de recul. J'ai par contre aucune corrélation, alors là je vais contre ce qu'a dit Rémi, avec les débords de cupule. Et lorsque j'ai revu ces patients 5 ans plus tard, toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats des patients toujours aussi satisfaits, mais cette fois-ci on a pu corréler une petite corrélation entre le débord de c'était 8 mm effectivement, et les douleurs. Donc l'arthroscopie est un excellent outil dans cette indication. Ça peut permettre aussi de faire un diagnostic différentiel si vraiment on a un doute. Et c'est vraiment une procédure qui est rapide avec un patient qui va vite bien. Voilà, je vous remercie et puis je vous invite à regarder dans l'EMC le dernier article qu'on a pu faire sur les douleurs extrinsèques sur prothèse de hanche. Merci.